Eric Fourneret est un philosophe réputé qui travaille qui travaille depuis des années sur différents domaines, à la fois les fins de vie. Il a fait un très beau rapport également pour l'Agence de la biomédecine sur la problématique des Maastricht 3 en particulier. Et donc, il est considéré au niveau épistémologie et au niveau de la philosophie comme une personnalité de référence. Et donc, j'ai appris, grâce à ce colloque, qu'il investissait également ce champ des neurosciences à travers une étude européenne. Il va nous en parler. Donc voilà, on peut lui souhaiter la bienvenue et c'est pour ça qu'il n'est pas sur le programme. Je lui présente mes excuses. Il avait tout lieu de l'être. Merci Emmanuel. Vous m'entendez correctement là? Ouais. Ok. Donc comme cela l'a été précisé, moi je suis philosophe, spécialisé en philosophie morale et philosophie de la technique. Et je suis inscrit dans un projet de recherche européen qui développe des implants cérébraux ordinateurs, ce qu'on appelle les Brain Computer Interface. Dans un cadre très précis, c'est celui de repousser certaines formes de handicap, et pas n'importe quel handicap, celui de la perte de la fonction de la parole. Ce sont des patients qui sont atteints de Lock-in syndrome ou qui ont été victimes d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux, et pour qui eh bien, il n'y a plus de possibilité de communication. Et donc, on essaie de développer, et quand je dis essaie, c'est volontairement que j'emploie ce terme-là, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas opérationnel, mais on essaie de développer des implants invasifs qui vont être introduits au niveau du cerveau, dans une zone très précise, principalement l'aire de Broca, pour pouvoir capter l'activité électrique de certains neurones liés au mouvement, enfin liés à la parole et au mouvement de la parole, le mouvement locutoire, de manière à ce qu'un programme informatique, une intelligence artificielle, va ensuite reconstituer une voix de synthèse pour permettre à la personne de communiquer de nouveau. Alors ça paraît très fictionnel en le disant comme ça, et c'est pas loin d'être faux parce que c'est encore au balbutiement de la recherche. Et vous me demanderez peut-être, mais qu'est-ce que vient faire un philosophe dans une recherche comme celle-ci? Eh bien, tout simplement parce que ça soulève énormément de questions éthiques, très nombreuses même. Et je ne les aborderai pas toutes ici aujourd'hui, je vais en cibler deux principalement. Mais pour faire un très court éventail des différentes difficultés éthiques que cela pose, c'est d'abord l'expérimentation animale, parce qu'on expérimente d'abord sur des animaux, des rongeurs et ceux qu'on appelle les mini-pigs, ce sont des porcs de taille un peu plus réduite, enfin ils font quand même 200 kg. Donc pour des mini-porcs, c'est quand même des bons animaux. Et puis on expérimente aussi sur l'homme, et notamment chez des personnes qui sont atteintes d'une tumeur cérébrale et d'autres qui sont victimes de crises d'épilepsie, et chacun de ces deux catégories de patients sont en échec thérapeutique. Ce sont des patients, je le dis maintenant, je ne le dirai peut-être pas après, je voulais en parler un peu plus tard, mais ce sont des patients pour qui on fera de toute façon une chirurgie de fait de l'échec thérapeutique. D'accord ? Donc ce n'est pas des patients qui sont intégrés, exclusivement dans un protocole de recherche sur les implants cérébraux, ce sont des patients qui vont subir de toute façon une chirurgie. Voilà. Et donc ça pose un certain nombre de questions en termes d'intégrité de la recherche. C'est-à-dire qu'on ne faut pas faire n'importe quoi avec les animaux, on ne va pas faire n'importe quoi avec les patients. Mais ce n'est pas simplement à ce niveau-là aussi que se posent des préoccupations éthiques, parce que dès lors qu'on parle d'implants cérébraux, évidemment, on parle d'un organe, pas n'importe lequel, le cerveau, le siège de notre conscience, le siège de notre personnalité, et pas simplement de notre personnalité individuelle, c'est aussi la personnalité humaine. Je veux dire par là que le fait de pouvoir, si un jour cela s'avérait possible, de façon efficace, implanter un dispositif artificiel dans le cerveau, ça posera, et ça pose déjà la question de savoir qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être un homme avec un grand H évidemment, qu'est-ce qu'être humain si une partie de soi, notamment au niveau du cerveau, est composée d'un artifice comme un implant cérébral. Au bout de combien d'implants cérébraux, si par exemple on prend un patient qui sera atteint d'Alzheimer, qui sera, pas de chance pour lui, aussi atteint de la maladie de Parkinson, qui en plus aura une tumeur cérébrale et qui aura perdu la fonction de la parole, enfin au bout de combien d'implants cérébraux considère-t-on qu'il n'est plus un être humain? Voilà. Est-ce que ça serait un cyborg par exemple? Alors, quand on fait une revue de la littérature, il y a une chose qui frappe énormément, c'est que les implants cérébraux, assez peu, parmi les neuroscientifiques, s'accordent sur une définition.
Et il y a une enquête qui s'appelle l'enquête Asilomar, qui a été faite en 2010, qui a été publiée ensuite en 2013, qui montre justement que les neuroscientifiques s'accordent assez mal sur ce qu'est un implant cérébral, ce qu'on appelle autrement aussi, pour ce type de compensation du handicap, aussi ce qu'on appelle les neuroprothèses. Bon. Et finalement, c'est assez compréhensible, cette difficulté définitionnelle, parce que il y a des implants cérébraux qui ne répondent pas tous à la même fonction. Alors je voudrais, dans un premier temps, essayer un peu de débroussailler le chemin de manière à ce que l'on voit plus clair quand on parle d'implants cérébraux. Et je voudrais d'abord retenir 3 catégories dans lesquelles s'inscrivent les implants cérébraux. C'est d'abord la catégorie, essentiellement celle que je viens de décrire dans la recherche où je suis inscrit, pour repousser le handicap, pour soigner ou pour diagnostiquer. Par exemple, les implants cérébraux, pour les personnes atteintes de crise d'épilepsie sévère et qui sont en échec thérapeutique, ça va permettre notamment de faire une cortectomie beaucoup plus précise, parce qu'avec l'implant cérébral, ça permettra véritablement de cibler à quels endroits il faut faire la cortectomie. Une deuxième catégorie est celle du divertissement, puisque les implants cérébraux peuvent être aussi utilisés pour ce qu'on appelle les serious games ou même les jeux vidéo plus ludiques, et notamment pour contrôler à l'aide d'une interface neuronale et d'un casque à électrode un personnage dans un jeu vidéo. Enfin, une troisième catégorie est celle de l'amélioration, ce que les anglo-saxons appellent l'enhancement. Autrement dit, c'est la tentative d'essayer d'améliorer les capacités cognitives d'une personne qui se trouve être en bonne santé. Alors on peut remarquer que les implants cérébraux se distinguent d'abord par leur fonction, ce qui rend complexe l'exercice de la définition, c'est ce que j'ai dit il y a quelques instants, et cet aspect a donc été largement mis en avant par l'enquête Asilomar, mais pour autant sans chercher à essayer de faire une sorte de consensus sur ce qu'est un implant cérébral. Alors, dans le cadre de mon travail, j'ai essayé justement de faire émerger différents critères juste pour reconnaître ce qu'est un implant cérébral. Et 4 critères, donc c'est à peu près 80 définitions dans toute la littérature que j'ai étudiée, de manière à pouvoir faire émerger 4 critères pour reconnaître un implant cérébral, ce qu'est un implant cérébral. Le premier critère, c'est celui d'une connexion entre un organisme vivant et une machine, matérialisant ainsi l'abolition de la frontière entre l'organique biologique et l'organique artificiel, autrement dit entre le vivant et l'inerte. Et de ce point de vue, tout paraît être ramené sur le même plan. Pour mettre en place cette connexion, il existe différentes méthodes. Des méthodes dites invasives, parce qu'on intervient directement sur le cerveau, c'est un implant au niveau nanotechnologie, nanomètre qu'on implante dans le cerveau, et qui implique une intervention directe sur le cerveau par une implantation chirurgicale. D'autres sont dites semi-invasives, parce qu'on reste à la surface du cerveau. Et enfin, d'autres sont dites non invasives, parce que c'est tout simplement un casque à électrode qu'on pose sur le cerveau. Le deuxième critère est le traitement, après celui de la connexion. Traitement informatique du signal capté par l'interface cerveau-ordinateur. Et en effet, après avoir détecté les signaux électriques du réseau de neurones désirés, l'interface les transmet à un ordinateur qui va traiter le signal, notamment pour extraire et ne conserver que les signaux désirés. Par exemple, dans le cadre de la réhabilitation de la parole, ce sont que les neurones liés au mouvement locutoire de la parole. Un troisième critère apparaît immédiatement puisqu'il est nécessaire de traduire les signaux électriques cérébraux en commande pour contrôler, par exemple, un dispositif mécanique externe au corps biologique. Par exemple, après l'extraction, le décodage et le traitement des signaux cérébraux propres au mouvement d'un bras, l'ordinateur les convertit en commande de contrôle qui permettra de déplacer un bras robotique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les publications scientifiques cette américaine qui était avec un implant cérébral et qui essayait de saisir un verre au moyen d'un bras robotique, tout simplement en le contrôlant, dit-on, je mets bien des guillemets sur le dit-on, par la pensée. Un quatrième et dernier critère apparaît alors, celui de l'interaction. Pour assurer à l'individu humain la réussite de l'action accomplie par l'élément artificiel qui lui est extérieur, un retour d'expérience est nécessaire, ce qu'on appelle le neurofeedback, voire des sensations peuvent être transmises au cerveau comme la sensation du toucher. En d'autres termes, le couplage entre l'homme et la machine va au-delà de la simple existence d'un câblage puisqu'il existe un échange entre les deux corps
qui s'informent mutuellement de ce qui est en train de se passer pour l'un et pour l'autre. Cela signifie qu'une interface cerveau-ordinateur s'inscrit dans une interaction en ce qu'elle favorise des actions entre l'individu et l'ordinateur au cours desquelles des informations sont partagées. Ce processus est marqué par une dynamique d'influence réciproque, puisqu'en fonction des informations échangées, celles-ci déterminent des contractions ou des actions corrigées, notamment quand la personne n'a pas réussi à manipuler par la pensée, par la volonté, le bras robotique pour bien saisir l'objet. Voilà les 4 critères dans lesquels on peut faire entrer l'ensemble des BCI, des implants cérébraux machines. Mais d'où vient l'idée finalement d'interfacer comme ça l'homme avec une machine? En fait, l'idée, je ne sais pas, 1960 c'est loin et en même temps c'est relativement proche. Il faut remonter donc aux années 60 du XXe siècle et à Joseph Licklider qui a écrit un petit article en 1960 dans lequel il fait le vœu d'une simplification de l'interaction entre l'homme et la machine. Et cette simplification pourrait prendre diverses formes, mais celle qui est favorisée par Licklider, comme le souligne le titre de son papier, c'est celui d'une symbiose entre l'homme et la machine. Et son papier s'appelle Man-Computer Symbiosis. L'objectif de cette symbiose est d'assister et d'aider l'homme à prendre des décisions difficiles grâce à un ordinateur. Et d'ailleurs, ce dernier, l'ordinateur, est considéré par Licklider comme une extension mécanique de l'humanité. 2 ans plus tard, en 1962, Douglas Engelbart, le célèbre inventeur de la souris d'ordinateur, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, écrit un mémoire dans lequel il explique que l'informatique est un outil pour augmenter l'intelligence humaine et l'homme, d'ailleurs, aurait tout intérêt à déléguer le travail de l'intelligence à l'ordinateur. Je n'ai pris que ces 2 exemples-là pour poser les fondements historiques de l'idée d'une symbiose, en tout cas d'une interface homme-machine, mais ce sont des exemples significatifs puisque la littérature d'aujourd'hui, finalement, n'a pas véritablement beaucoup changé son vocabulaire. Par exemple, le programme de Douglas Engelbart se retrouve dans les propos de Andy Clark en 2003 et 2008, quand il écrit que l'ordinateur doit servir à étendre l'esprit humain à l'extérieur de lui-même. Pour ceux qui ont lu les propos de Kurzweil qui voudrait justement transférer une conscience via une clé USB d'un cerveau dans un ordinateur. Et c'est ainsi donc que s'est construit la notion de puissance neuronale. Si les années 60 du XXe siècle fut un temps où des vœux se prononçaient, la technologie en revanche n'était pas à la hauteur de ces vœux et il faudra attendre quelques temps, il faudra attendre 1997 pour qu'une première expérimentation soit concluante et qui donnera lieu en 1999 à une publication remarquée, celle de Miguel Nicolelis sous la tutelle de John Chapin. Donc, de quoi s'agissait-il dans cette publication? Eh bien, d'une expérimentation sur des rats. On a habitué des rats à manipuler eux-mêmes un bras robotique qui leur permettait un levier qui leur permettait d'avoir de l'eau pour boire. La seconde phase, et donc ces rats étaient implantés d'un implant cérébral qui permettait justement de capturer l'activité électrique des neurones. La seconde phase de cette expérimentation consistait à bloquer le levier qui permettait de distribuer de l'eau. Et on s'est rendu compte que les rats, je vais mettre des guillemets, par leur volonté, permettaient d'actionner un dispositif artificiel simplement en voulant se servir du levier. Et donc ça permettait d'actionner un autre dispositif artificiel qui leur distribuer de l'eau. Et on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, les rats n'allaient même plus vers le levier qui était bloqué pour actionner, ils se contentaient tout simplement d'aller vers le dispositif qui était hors de leur portée et activer, comme ça, à distance, le dispositif qui leur distribuait de l'eau. Et rapidement, dès 1998, rappelez-vous, donc l'expérimentation c'est 97 avec une publication en 99, mais dès 1998, une équipe expérimente sur l'homme ce même dispositif. C'est le cas de l'équipe de Philip Kennedy et de Roy Barked à l'Université d'Atlanta. Le but était qu'une personne atteinte de Lockheed syndrome puisse développer, grâce à un implant cérébral, un curseur sur un ordinateur. Le résultat fut satisfaisant et démontra la capacité d'une interface cerveau-ordinateur invasive. En 2002, Nicolelis va plus loin, développe une nouvelle recherche avec des implants invasifs dans le but cette fois-ci d'actionner, via l'activité électrique des neurones moteurs, un bras robotique. Ici, c'est un singe, et non plus un rat, qui va être mis à caution.
dont il sera implanté de plusieurs grilles d'électrodes et qui devra jouer avec un joystick et un jeu vidéo. L'implant enregistre les mouvements, le réseau de neurones de son mouvement du bras quand il manipule le joystick. Et puis, on a mis dans une autre pièce, hors de la vue du singe, un bras robotique qui ne s'actionnait qu'avec la traduction des neurones de l'activité électrique du singe, des neurones du singe. Et le bras reproduisait exactement les mêmes mouvements que le joystick. Et puis, une troisième phase consistait à priver de joystick le singe et simplement, par la volonté, le singe actionnait un curseur sur l'écran d'ordinateur pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage sur les différentes recherches. En fait, il y en a eu énormément pendant toutes ces années-là. Simplement celles-ci qui sont très marquantes, très significatives, et qui mettent clairement en évidence cette possibilité de liaison entre l'homme et l'ordinateur via l'activité électrique des neurones, cette fameuse notion de puissance neuronale. Je vous ai parlé de la recherche dans laquelle je suis inscrit sur Braincom, donc la recherche sur les implants pour la réhabilitation de la parole. Et cette recherche a pu se mettre en place, notamment parce qu'un lien, un corrélat a été fait entre ce qu'on appelle le langage intérieur ou le discours intérieur, ce que les Anglais appellent le covered speech, et puis le langage intérieur et le langage oral. Autrement dit, on s'est rendu compte que quand on se parle à l'intérieur, on active les neurones qui permettent les mouvements, tous les mouvements de la mâchoire, la langue, les lèvres, etc., tous les muscles de la mâchoire. Et donc, c'est en décodant ce réseau électrique, de cette activité électrique des neurones, qu'on espère pouvoir restituer la parole au patient. La dimension thérapeutique paraît évidente, et cependant, la question se pose de savoir si cette technologie, puisqu'on parle de thérapeutique, guérit le patient, à la fois pour les crises d'épilepsie, etc. Dans les recherches qui visent strictement à répondre à une situation de handicap, comme c'est le cas avec les personnes en Low-Kin syndrome et n'ayant plus la fonction de la parole, il semble pourtant incorrect de dire que c'est une technologie thérapeutique. En effet, l'implant ne répare pas, comme on peut le lire dans les nombreuses publications, il ne restaure pas, il compense. Parce que le patient, finalement, ne retrouve jamais sa parole. Autrement dit, l'implant ne permet pas un retour en arrière. Il ne permet pas une restauration de la parole du patient. On enlève l'implant, de nouveau, la personne est privée de communication avec son entourage. Autrement dit, ce type d'interface cerveau-ordinateur sont davantage des interfaces d'assistance dans une situation de handicap, mais nullement une technologie thérapeutique. Or, les publications scientifiques utilisent régulièrement cette sémantique thérapeutique, mais peut-être pour se distinguer d'un autre paradigme, celui de l'amélioration. Parce que cette nouvelle technologie n'est-elle utilisable que dans une perspective de compensation? Comme je l'ai indiqué précédemment, cette technologie peut être développée aussi pour le divertissement, mais aussi pour l'amélioration, notamment en respectant les utopies transhumanistes et post-humanistes. Bien sûr, dès lors qu'on parle d'amélioration, les questions éthiques pleuvent, mais je voudrais m'arrêter sur deux préoccupations éthiques. La première est celle d'une question d'intégrité scientifique, d'un point de vue éthique, d'éthique de la recherche, et l'autre, une question de représentation par rapport à ce que font les interfaces cerveau-ordinateur. Avec les implants cérébraux, il ne s'agit plus de porter des lunettes pour corriger la vue, ni de combler un membre manquant avec une prothèse, ni d'implanter un dispositif artificiel de régulation cardiaque. Les implants cérébraux sont des produits développés d'une part pour être introduits dans le cerveau, d'où la notion d'invasivité de l'implant cérébral, mais ils s'inscrivent aussi dans deux courants scientifiques que sont la science informatique et la cybernétique du XXe siècle et du XXIe siècle. Autrement dit, les implants cérébraux relèvent d'une technologie à haut risque, puisqu'on les implante au moyen d'une chirurgie dite éveillée, mais c'est aussi la symbiose, pour reprendre un terme que j'ai employé il y a quelques minutes, entre l'homme et la machine, qui pose évidemment la question de savoir ce que c'est qu'être humain. Est-on encore humain quand on a un dispositif de ce type-là implanté dans le cerveau? Comme je viens de le dire, l'introduction d'un implant dans le cerveau implique une chirurgie complexe, et dans le cadre de Braincom, par exemple, nous sommes dans la situation d'une chirurgie éveillée. Autrement dit, on endort le patient, on introduit l'implant cérébral, et après on réveille le patient pendant la chirurgie,
donc le crâne est ouvert, et on va lui demander de prononcer des phonèmes, des sons, des lettres, des syllabes, des mots, des phrases, et on va enregistrer l'activité cérébrale à ce moment-là. Ensuite, on va lui demander non plus de prononcer les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes sons, mais de les penser, de les imaginer, de se les dire dans sa tête, ce qu'on appelle donc le discours intérieur. Et on va enregistrer l'activité cérébrale également à ce moment-là. Et puis, l'intelligence artificielle fera les corrélations entre la phase 1 et la phase 2. Il s'agit donc d'une chirurgie hautement risquée, mais elle est d'autant plus qu'est introduit dans le cerveau un dispositif artificiel dont la compatibilité est toute relative avec le tissu cérébral. Autrement dit, il y a un risque très élevé d'infection. C'est d'ailleurs pourquoi l'expérimentation ne dure pas plus de 15 minutes pour le moment. Et puis, l'implant cérébral est actuellement... vous avez un implant qui est très connu, qui s'appelle l'UTA-Array, qui est un implant justement avec des petites pics nanomètres, au niveau nanomètre, mais qui sont rigides et qui créent pas mal de dommages au niveau cérébral. Et donc, un des défis du laboratoire où je suis en technosciences est celui justement de faire des implants souples, notamment pour éviter les dommages cérébraux. Donc ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, intégrité scientifique, c'est-à-dire que puisqu'on est sur de l'expérimentation animale et humaine, l'expérimentation ne peut pas causer du tort davantage que sa pathologie, que son handicap, ne peut pas causer davantage de tort que ne le cause son handicap. Donc il y a ici un souci extrêmement prononcé de préserver l'intégrité physique du patient au-delà de son handicap. Enfin, l'autre aspect que je crois important et négligé est celui de la symbiose, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Les implants cérébraux invasifs sont lourds de signification. Ils mettent à égalité des systèmes organiques cognitifs et des systèmes artificiels. Ils introduisent la possibilité que les uns peuvent être remplacés par les autres, ce qu'on appelle la substituabilité, ce qui était appelé dans les années 60 du XXe siècle la symbiose. Avec les progrès significatifs dans la miniaturisation des matériaux et leur biocompatibilité, on assiste donc bien à une forme de réification de fonctions organiques et cognitives, en d'autres termes, à une transposition en objets concrets. Par exemple, la volition de lever le bras est réifiée, c'est-à-dire elle se traduit dans l'interface cerveau-ordinateur en une commande pour pouvoir contrôler, par exemple, un bras robotique. On parle dans ce cas d'hybridation. La frontière entre le vivant et le non-vivant se voit ainsi remise en question. Cela signifie que la notion, d'une certaine façon, les implants cérébraux illustrent ce que Georges Canguilhem appelait une philosophie biologique de la technique. Cela signifie que la notion d'organe n'est plus réservée aux seuls organes naturels, mais vient s'étendre jusqu'aux organes artificiels si, comme Canguilhem, nous désignons par organe un dispositif qui permet à l'individu de s'insérer dans son milieu en anticipant sa vie, ce qui pourrait être justement le cas avec une interface ordinateur qui permet à une personne de recommuniquer à nouveau avec son environnement. Juste une petite parenthèse comme ça, beaucoup imaginent comme application de ces interfaces cerveau-ordinateur pour l'habilitation de la parole, les situations comme on connaît depuis 2008 avec Vincent Lambert, justement pour pouvoir prendre connaissance d'une volonté d'une personne qui n'est plus en capacité de pouvoir communiquer et qu'elle puisse donner sa volonté quant à son désir de vivre ou de ne plus vivre. Dans ce contexte, notre compréhension du rapport entre l'esprit et le cerveau se voit perturbée. En effet, ces neurotechnologies semblent renforcer la théorie selon laquelle les états mentaux sont des états neuronaux, c'est-à-dire des états physiques. En s'appuyant exclusivement sur les sciences de la nature, autrement dit sur des états biophysiques neuronaux, eh bien les propriétés de l'esprit sont ramenées, expliquées aux propriétés du cerveau. S'établit ainsi et se renforce un rapport de correspondance, voire parfois un rapport d'identité. Par exemple, quand une personne répète dans sa tête un numéro de téléphone, des neurones sont activés et on explique ainsi le premier par les propriétés de l'autre. Se trouve ainsi exclue toute existence autre que matérielle, puisqu'aux états mentaux sont identifiés des états cérébraux. Sont abolies les vieilles oppositions entre le cerveau et l'esprit en établissant un lien
de causalité entre une organisation neuronale et un processus mental, ce que Jean-Pierre Changeux a appelé l'homme neuronal. Cela signifierait que le cerveau serait l'esprit, que l'esprit serait le cerveau, ce que sembleraient confirmer les applications concluantes d'implants cérébraux quand ils permettent donc efficacement de remplacer une fonction cognitive perdue. Les implants cérébraux sont-ils, comme on peut le lire, et dans les médias, mais aussi dans un nombre non négligeable d'articles scientifiques, les implants cérébraux sont-ils en passe de pouvoir lire l'esprit? Une grande majorité des neuroscientifiques s'en défendent, d'autres, au contraire, n'hésitent pas à l'écrire, à l'image de John Dylan Haynes, quand il écrit que très bientôt les machines seront capables de lire l'esprit simplement en lisant nos états cérébraux. Il y aurait beaucoup de choses à dire, comme mettre en évidence la conception matérialiste de l'esprit, mais je voudrais tout simplement mettre à l'épreuve cette idée qu'on puisse lire l'esprit. Et je vais les faire en en imaginant une situation, celle d'une personne à qui on implante un implant cérébral, et on demande à cette personne, on va l'appeler Monsieur Vox, de se dire dans sa tête son propre numéro de téléphone portable. L'implant fonctionne, retranscrit sur l'écran d'ordinateur un numéro de téléphone portable. La question qui se pose est de savoir si le neuroscientifique qui est derrière l'écran d'ordinateur, s'il peut dire que c'est le bon numéro de téléphone, que c'est le vrai numéro de téléphone. On poursuit l'expérience, parce que les neuroscientifiques aiment bien faire des phases 1, phase 2, phase 3, donc on va faire une phase 2. On fait une phase 2 où on va prendre l'épouse de M. Vox, Madame Vox. Et à Madame Vox, on va lui implanter un implant cérébral également, et on va lui demander, Madame Vox, pensez au numéro de téléphone portable de votre mari. Madame Vox se dit dans sa tête le numéro de téléphone de son mari, et sur l'écran d'ordinateur, Et sur l'écran d'ordinateur s'affiche un numéro de téléphone portable différent du premier numéro de téléphone prédit par l'implant cérébral de M. Vox. Est-ce que le neuroscientifique, derrière son écran d'ordinateur, peut dire quel est le bon numéro? Qui des deux cerveaux dit vrai? En réalité, ce que cet exercice de pensée met en évidence, c'est que tout implant cérébral qui lit l'esprit, qui lit le cerveau plutôt, est incapable de pouvoir lire sur les états cérébraux le discours vrai. Car d'un point de vue neuroscientifique, qu'est-ce qui distingue un discours vrai d'un discours faux? Alors je ne vais pas aller plus loin, parce que j'ai peut-être épuisé mon temps de parole. Voilà. Pour résumer, une difficulté à pouvoir définir ce que sont les implants cérébraux, de par les diverses fonctions qu'ils peuvent remplir, mais aussi les finalités pour lesquelles ils se destinent. Rappelez-vous, il y a d'un point de vue d'assistance, compensation d'un handicap, du diagnostic, du soin, mais une autre catégorie qui est celle aussi plus ludique, celle du divertissement. Il y a enfin celui de l'amélioration, le enhancement. Mais il y a aussi d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte, et notamment tout ce qui relève de l'expérimentation animale et l'expérimentation humaine. Autrement dit, nous sommes sur des technologies extrêmement innovantes. Quand je dis innovantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de recul par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, ce sont des expérimentations qui sont de très haut risque, et pour le patient, mais aussi pour le scientifique. Autrement dit, il y a un soin très poussé de manière à préserver l'intégrité physique et morale du patient. Mais c'est aussi, on le voit, d'un point de vue de ce qu'on pourrait appeler des valeurs épistémiques, point de vue des questions aussi sur la représentation de ce qu'est l'homme, à la fois l'homme matériel, c'est-à-dire ce que nous sommes réduits à nos neurones, suis-je mon cerveau, entre guillemets, et enfin, c'est aussi l'application de ces implants. Est-ce qu'en lisant le cerveau, on lit l'esprit? Et on voit bien à travers l'exercice de pensée que je viens d'exposer qu'il y a encore beaucoup de choses qui échappent à l'implant cérébral. Autrement dit, une lecture du cerveau, finalement, ne lit pas tout. Je vous remercie pour votre attention.